Alors, quelques mots de présentation de Michael Ajdenberg. C'est un ancien journaliste de Libération et de 20 minutes. Il couvre à Mediapart, entre autres, les questions de société. Il s'est récemment fait remarquer par des enquêtes sur les folies d'Aquilino Morel, sur la censure de la filiale cinéma d'Orange, mais aussi sur la question sensible du racisme au sein de la SNCF. Alors, nous le remercions vivement d'avoir accepté de représenter la rédaction de Mediapart, après Louise Fessard, qui était présente hier, et d'ouvrir cette demi-journée. Alors, Michael Ajdenberg ne fera pas de communication, il a souhaité privilégier le dialogue. Je vous propose de lui poser tout d'abord 2 ou 3 questions pour amorcer ensuite le dialogue avec vous-même aussi vite que possible. Edoui Plenel, qu'on a entendu hier à travers une vidéo, a une belle phrase qui est la suivante. Nous sommes sommés de réinventer. Nous sommes sommés de réinventer. Mediapart a, d'une certaine façon, réinventé la manière de faire du journalisme, en particulier avec la promotion du modèle participatif, qui est probablement unique dans le paysage médiatique français. Et on observe aussi que l'équipe des journalistes de Mediapart est jeune, en tout cas plus jeune que la moyenne. Louise Fessard, qui était hier avec nous, est passée directement de l'école de journalisme à Mediapart. Vous, Michael, vous êtes passé par Libération, 20 minutes. Ma première question serait la suivante. Qu'est-ce qui a motivé le jeune journaliste que vous étiez il y a 5 ans, que vous êtes encore, pour travailler au sein de Mediapart, et qu'est-ce qui fait la spécificité du travail au sein de cette rédaction? Bonjour à tous, et merci de m'avoir invité, de m'accueillir. Il y a 6 ans, au début de Mediapart, quand on m'a proposé de venir y travailler, j'ai pas beaucoup réfléchi parce qu'à l'évidence c'était un projet hyper excitant, hyper enthousiasmant, mené par des gens dont on connaissait le professionnalisme et les qualités. Et par ailleurs, participer à l'aventure et à la création d'un nouveau média, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Ça se présente pas forcément 10 fois dans une carrière, donc je voulais absolument la saisir, tout en me disant à l'époque que l'équation économique était compliquée, que le modèle payant, c'était loin d'être gagné, j'y croyais seulement à moitié, pour être honnête. Mais bon, je me disais, voilà, ça durera ce que ça durera, et puis de toute manière, ça sera enrichissant d'un point de vue humain et professionnel. Et les premières réunions, en fait, ont été très enthousiasmantes parce que assez vite on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut écrire, comment, puisqu'on propose un abonnement payant, comment se différencier des autres, comment apporter une plus-value. Et on a commencé à écrire, et tout de suite on a écrit très long. Des articles comme on n'en voyait pas ni dans la presse écrite et encore moins sur internet, des articles qui peuvent faire 10 000, 15 000, 20 000 signes, parfois plus. Et on s'est dit, mais c'est bizarre, tout le monde nous répète depuis des années que sur internet, pour être lu, il faut écrire court. Et est-ce qu'on n'est pas en train, on démarrait tout doucement, hein, on avait quelques milliers d'abonnés, on peinait, on se disait, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une énorme connerie et de taper à côté du sujet. Et François Bonnet, qui est directeur de la rédaction, a répondu, écoutez, on fait le journal qu'on a envie de faire, celui qu'on rêve de lire, et on verra bien si on nous suit ou pas. S'il n'y a pas de lecteur, il sera toujours temps de changer notre fusil d'épaule. On fait une politique de l'offre, pas une politique de la demande. Et ça, c'était la première fois que moi je voyais les choses exposées comme ça dans un journal. Je venais effectivement de 20 minutes. J'avais beaucoup aimé mon travail, j'étais reporter au Grand Paris et j'aimais beaucoup ça, mais en même temps je voyais bien ce qui se passait sur Internet, où les premiers outils étaient mis en place en direct sur le nombre de personnes qui consultaient un article. C'est-à-dire qu'on mettait un article en ligne et on savait immédiatement s'il était lu ou s'il n'était pas lu. Si on changeait le titre, combien de personnes ça faisait venir en plus, etc. Et en fait, les articles qui faisaient cliquer, c'était les articles de sport ou les articles people.
Et à partir du moment où c'est quelque chose qui est su dans la profession, hein, qu'il y a des pages qui sont plus lues que d'autres, mais à partir du moment où c'est mesuré en direct, c'est très très difficile pour un rédacteur en chef qui vit de la publicité, qui vit du nombre de clics, de dire bon, ok, c'est ces articles-là qui sont les plus lus, mais nous, c'est pas grave, on va les écarter parce qu'on veut faire de l'international, du politique, des enquêtes. Et en fait, c'est impossible. Donc, le rédacteur en chef de l'époque de 20minutes.fr, qui vient d'être nommé directeur de la rédaction de Libération, tentait tant bien que mal de trouver un équilibre, mais on était quand même enfermé, grosso modo, dans ce schéma qui faisait peur. Et à Mediapart, ça a été un petit peu l'opposé, en termes donc de place et puis surtout en termes de temps. La productivité, c'est une question qui se pose de manière complètement différente à Mediapart. À l'IB, où je suis resté 3 ans, le journal était déjà en crise, c'était déjà plan social sur plan social, et finalement on se retrouvait avec des équipes qui étaient fatiguées, qui étaient usées, à la fois mentalement par tout ce qu'elles avaient vécu, mais aussi physiquement. Au bout d'un moment, il n'y avait plus les moyens humains de faire ce que le journal prétendait faire, c'est-à-dire tous les jours un quotidien exhaustif. À 20 minutes, on était une plus petite équipe qui était pas ridicule, hein, parce en tout, il y avait 80 journalistes, qui est quand même 2 fois plus qu'à Mediapart. Mais il y avait aussi des passages obligés qui faisaient qu'on n'arrivait pas à se donner du temps pour pousser un sujet, pour investiguer plus longtemps. Et la chance qu'on a à Mediapart, parce que c'est une chance aujourd'hui, je pense, assez unique, en tout cas dans les médias, on va dire, écrits et Internet, c'est de pouvoir se dégager du temps quand un sujet est intéressant et fouiller. Et en fait, c'est pas grâce à la qualité des journalistes qu'on arrive à mener l'enquête, c'est grâce à l'organisation qui a été mise en place par les fondateurs qui permettent de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas réactif à l'actualité, ça ne veut pas dire que tous les jours il n'y a pas des choses qui sont en réaction, mais c'est-à-dire qu'on essaye de trouver un équilibre entre ces quelques nœuds de l'actualité quotidienne et des enquêtes au plus long cours qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est l'affaire Cahuzac sur laquelle Fabrice travaille pendant 3-4 mois. C'est plus modestement Achille Morel dont vous parliez, sur lequel j'ai la chance de pouvoir travailler pendant 6 semaines. J'annonce à mon directeur éditorial, j'ai un sujet, je me donne 2 semaines pour essayer de voir si ça peut prendre ou pas, et puis au bout de 2 semaines, je lui dis c'est génial, il faut me laisser le temps, il y a des chances d'aboutir. Mais j'aurais pu ne pas aboutir. Et on aurait accepté, et personne ne m'aurait reproché, au bout de 6 semaines, d'avoir mené cette enquête et d'avoir rien au final. Et ça n'existe pas ailleurs. Ça, c'est une énorme différence. Non, mais Mediapart fait un gros travail du côté du journalisme d'investigation. La deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous astreignez à certaines règles ou à une méthodologie commune dans les enquêtes que vous conduisez? Et est-ce que vous pourriez aussi prendre un exemple concret d'une enquête que vous avez menée? Comment ça se passe concrètement? Tout à l'heure, vous citiez une phrase d'Edoui sur réinventer le journalisme. C'est vrai que Mediapart réinvente ou invente certaines choses, notamment au niveau participatif. Je trouve que c'est moins vrai dans l'enquête, où finalement on est sur des méthodes classiques, connues depuis des années, mais qui juste qu'on ne peut plus appliquer ailleurs. Mais on ne réinvente pas une manière d'enquêter. L'enquête se fait de la même façon, à mon avis, qu'elle se faisait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On a cependant une organisation qui fait que c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service, il y a une hiérarchie qui est quasiment inexistante, puis il y a un seul directeur de la rédaction. Donc on s'est un peu organisé aussi entre nous, notamment sur des sujets sensibles, pour travailler collectivement. C'est-à-dire que moi, pendant plus de 2 ans, j'ai travaillé en binôme avec ma collègue Mathilde Mathieu sur les affaires de financement de la vie politique. Et c'était génial pour moi, parce que j'ai appris beaucoup à ses côtés, et parce que j'avais un regard en permanence. C'est très difficile d'être quand même isolé dans son coin, d'enquêter. Déjà, des fois, il y a un petit peu de pression, et puis en plus, à certains moments, c'est comme dans tous les métiers, on a tellement le nez dans le guidon qu'on ne sait plus forcément bien hiérarchiser les choses. Et donc, être 2, parfois 3, certaines enquêtes on a mené à 3, à 4, voire l'affaire Bettencourt, on s'est retrouvé à 10 ou 12 à enquêter tous azimuts sur ce sujet. C'est génial. Déjà, ça crée une émulation, ça crée du collectif, de la solidarité, etc.
Et par ailleurs, c'est assez indispensable, parce que tout seul, il y a le risque de se perdre, de faire une connerie, de se laisser abuser par quelqu'un. Des fois, il se passe quelque chose dans une conversation, on en vient à croire une personne qui n'apporte pas la preuve formelle de ce qu'elle dit, mais parce qu'elle l'a déjà dit 3 fois vrai, on va croire que la 4e est vraie. Or, la 4e, c'est faux. Pas forcément parce qu'elle a voulu mentir, mais parce qu'elle a cru que... Et donc là, c'est important aussi d'avoir des collègues qui sont là, avec qui on peut en discuter, et qui disent « Fais gaffe, ça, tu n'as pas la preuve, tu peux pas l'écrire. » Et ce rôle, on se le joue les uns envers les autres, et c'est important quand même de pouvoir se parler de tous ces sujets. Alors, prendre un exemple concret, on peut rester peut-être sur Aquilino Morel, qui est à mon avis un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du temps qu'il faut. Pourquoi cet exemple? Parce qu'il est récent, l'enquête a été, je l'ai fait bouclée il y a 2 mois, et pour moi elle a été un moment important cette année de ma vie professionnelle. Ça démarre en fait, l'enquête démarre par des échos que j'ai à l'Élysée du comportement d'Aquilino Morel, sur le fait qu'il se comporte comme un petit marquis et qu'il abuse des privilèges de la République. Et donc je commence à rencontrer discrètement des gens de l'Élysée et à me rendre compte qu'Aquilino Morel s'est fait pas mal d'ennemis par son comportement, puisque il frôle le harcèlement, il parle très mal au petit personnel, et puis il multiplie les petits abus. Donc je commence à vérifier certaines informations, et en fait, chaque information, même aussi minime soit-elle, prend du temps. C'est-à-dire vérifier que ce qu'on me dit, c'est-à-dire que le chauffeur de la présidence de la République conduit des proches et de la famille d'Aquilino Morel à des endroits, il faut retrouver les dates, il faut retrouver le lieu, aller sur place pour vérifier que le chauffeur dépose bien la personne, etc. Quand on me dit il abuse de ses secrétaires, il les fait gérer ses dossiers personnels et les problèmes qu'il a avec les locataires. Il faut retrouver, par des recherches au cadastre, aux hypothèques, les biens dont il est propriétaire en France, essayer de retrouver les locataires qui vivent là-bas pour confirmer tout ça. Chaque chose, en fait, qui n'apparaît pas ensuite, bien évidemment, dans l'article, ça va faire une ligne, mais prend un temps certain. Voilà, l'établissement des faits, la certitude. La moindre connerie dans un article, c'est l'assurance que la personne qui est mise en cause va s'en servir pour discréditer l'ensemble de l'article et que tout passera à la trappe. Donc s'il y a le moindre doute, il ne faut pas écrire. Même si c'est quelque chose qui paraissait particulièrement savoureux. Donc on m'a raconté plein de choses sur Aquilino Morel qui ne figurent pas dans l'article, alors qu'elles étaient sacrément savoureuses, mais que je n'ai pas pu vérifier, pour lesquelles je me dis, mais j'en suis sûr à 95%, c'est pas possible que 3 personnes me le racontent et que ce ne soit pas vrai. Mais en même temps, on s'interdit bien évidemment d'écrire ce genre de choses. Et puis, vient un jour un écho sur le fait que, alors que c'est Aquilino Morel, qui est donc conseiller politique du président François Hollande, et qui est membre du corps de l'IGAS. L'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est un grand corps en charge de s'occuper notamment des problématiques de santé. Et Aquilino Morel, qui a fait l'ENA, a intégré ce corps à sa sortie de l'ENA. Et alors qu'il est en charge notamment du secteur de la pharmacie et des médicaments, on me dit que il aurait pu travailler pour des laboratoires pharmaceutiques. Des laboratoires pharmaceutiques. Et là, c'est pareil, je veux dire, parce que des fois, les gens s'imaginent qu'arrive à Mediapart des dossiers tout cuits, dans la boîte aux lettres, on reçoit une feuille avec tout indiqué, etc. Ça peut arriver, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais en tout cas, c'est très rarement le cas. Donc là, c'est pareil, commence un long travail, et c'est là que je vous dis, on a de la chance de pouvoir le faire, de solliciter des gens, certains qu'on connaît. Moi, j'avais passé plusieurs mois à travailler sur les liens entre Jérôme Cahuzac et l'industrie pharmaceutique l'année dernière. Donc du coup, on recontacte des gens, on en retrouve. C'est difficile. On ne sait pas pour quel labo au début il a travaillé. Donc, on lance des perches, on demande aux gens de tendre les oreilles, de lancer eux-mêmes les perches, etc. Et puis un jour, vient la petite info de quelqu'un qui vous dit « J'ai entendu dire qu'il a travaillé pour le laboratoire américain Lilly ». Donc là, on est très content parce que c'est enfin le début d'une piste concrète. Et là, on sait qu'on va pouvoir travailler cette piste et qu'on va retrouver d'anciens salariés de chez Lilly, d'anciens PDG éventuellement, des gens qui sont partis, qui vont pouvoir raconter peut-être. La chance dans cette affaire, c'est qu'Aquilino Morel étant un personnage à l'évidence détestable humainement, il s'est fait des ennemis partout. Donc
C'est plus facile, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas digéré, à différents moments de sa carrière, son attitude. Donc voilà, j'ai pu renouer le lien, me faire confirmer qu'il avait travaillé chez Lily, puis apprendre qu'il avait travaillé à un moment où il était à l'IGAS, donc en charge de sa mission pour un laboratoire danois, parallèlement, ce qui est formellement interdit par la loi. Donc voilà, mais il y a eu plein d'autres choses entre-temps, parce que moi j'ai refouillé l'ensemble de sa vie professionnelle. C'est-à-dire tous les postes qu'il a occupés, que ce soit à EuroSCG, mais aussi au pôle compétitivité Île-de-France Santé. Et à chaque fois, en fait, vous rencontrez des gens bien intentionnés, mais qui vous donnent des fausses pistes. Par exemple, j'ai passé, je sais pas, 4 jours sur l'histoire de plagiat. Quelqu'un me certifiait que son livre sur la santé publique, sorti en 96, était le plagiat d'un rapport non publié de l'IGAS. Comme il avait été non publié, ben, il avait pris des passages entiers, et lui, il s'était fait de l'argent sur ce bouquin. Donc il faut se procurer, réussir à trouver les gens qui vont fournir le rapport qui n'a pas été publié, retrouver le bouquin d'Aquilino Morel qui n'est plus en vente, ça c'est pas le plus compliqué, le lire, essayer de recouper, etc. pour s'apercevoir que non, il n'y a pas de plagiat. Il s'est peut-être inspiré de certaines choses, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher de s'inspirer d'un rapport qui n'était pas public, qui aurait peut-être dû l'être pour le faire connaître du grand public. Donc il y a plein de choses qui apparaissent comme ça au fur et à mesure, qui sont en fait ratées, caramba encore ratées. Et puis, il y en a quelques-unes qui sont prometteuses, qu'on pousse et qui fonctionnent mieux et qui permettent, au bout d'un moment, de penser qu'on a matière à écriture et matière à contacter surtout la personne mise en cause et essayer d'échanger avec lui pour savoir comment est-ce qu'il explique qu'il a créé une société, qu'il a fait du conseil, qu'il l'a toujours caché. Alors que pendant l'affaire du Mediator, il a dit sur tous les plateaux de radio et de télévision que... on avait le droit de travailler pour l'industrie pharmaceutique, mais qu'il fallait le déclarer. Or, lui avait fait précisément l'inverse, etc., etc. Bon, finalement, j'ai jamais pu le rencontrer, puisqu'il a repoussé à maintes reprises le rendez-vous. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'il ne voulait pas de cette rencontre. Donc, c'est là où j'en parle à ma direction, et je dis, bon, bah, il faut... Voilà, c'est mûr, on peut publier. Et là, de nouveau, il se passe quelque chose de collectif. On se réunit à 4-5. Il y avait Edoui était là, il y avait François, il y avait aussi Fabrice qui chapeaute les enquêtes à Mediapart, il y avait Lénaïque Bredou qui suit l'Elysée, donc qui était en contact avec Aquilino Morel. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour vous dire la chance qu'on a à Mediapart. Aquilino Morel, c'était la source numéro 1 de tous les journalistes qui suivaient l'Elysée. C'était normal, c'était son job. Il était en charge de la communication. Mais par ailleurs, je veux dire, quand on avait besoin d'une information à l'Élysée, les gens appelaient Aquilino Morel. Et chacun avait l'impression d'avoir une relation privilégiée avec lui. Donc aucun journaliste de France ne pouvait faire une enquête sur Aquilino Morel. Personne ne prendrait le risque de perdre sa source. Quand on est comme l'ENA, qu'on travaille à l'Élysée, on sait que pendant 5 ans, on va avoir François Hollande, est-ce qu'on se risque à ne plus pouvoir parler au principal conseiller communication de François Hollande? Non. Donc Léna, quand je lui ai dit que j'allais faire une enquête sur Aquilino Morel, elle a un peu tiré la gueule. Elle m'a dit, t'es sûr? Parce que si ça marche pas, non seulement t'auras rien, mais moi j'aurai plus rien. Et je lui ai dit, bah, je pense que ça vaut le coup. Et pendant 1 mois et demi qu'a duré l'enquête, elle n'a plus été invitée au brief. Rapidement, Aquilino Morel a su que j'enquêtais sur lui, puisque j'avais posé des questions à l'université Paris 1 dans laquelle il enseignait, puisque certains étudiants, pareil, je n'ai pas pu le démontrer, me disaient qu'ils ne donnaient qu'un cours sur 2, etc. Bon. Immédiatement, ils avaient forwardé le mail. Donc, dès le début, il l'a su. Il avait appelé Léna pour lui dire c'est qui ce mec qui enquête sur moi, etc. Et pendant le mois et demi qu'a duré l'enquête, elle n'a plus été invitée à l'Élysée. Il ne l'a plus prise au téléphone, donc elle était privée d'informations, enfin en tout cas du canal d'information privilégié. Et ça, c'est mine de rien un énorme sacrifice. C'est qu'une rédaction accepte de se dire si ça se peut pas, en 3 ans, on n'aura plus une seule information qui viendra de l'Élysée, mais tant pis, on prend ce risque. C'est, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est génial et c'est unique. Donc Léna est là, qui a été en soutien pendant toute l'affaire, et qui finalement était très contente de ne plus avoir à traiter avec ce type au final. Et on réfléchit et on se dit voilà, on a ces informations différentes, on a l'Élysée avec des anecdotes un peu savoureuses, par exemple celle du cireur de chaussures. Ça c'est pareil, je pourrais vous raconter comment on retrouve un cireur de chaussures, comment on le fait parler sur le fait de cirer les chaussures d'Aquilino Morel, parce que c'est compliqué en fait. On n'a pas le droit de mentir quand on est journaliste sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, j'appelle, je suis obligé de dire voilà, je suis journaliste à Mediapart. Mais si on fait ça de manière trop directe, on n'a pas d'infos, quoi. Donc il faut être un peu filou.
Donc, moi, par exemple, je lui ai dit, je l'ai fait parler pendant un quart d'heure de son métier de tireur. Ce qu'il faisait, où on marchait, de qui il rencontrait, tout ça. Et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes au téléphone, je lui ai dit, alors, il paraît que vous travaillez aussi à l'Élysée, comme si c'était une petite anecdote de rien du tout. Et donc là, bon, il était chaud. Il était, ça y est, donc il a commencé à raconter les chaussures, le nombre de paires de chaussures, combien de fois il venait, confirmer le salon privatisé, etc. C'est une interview d'ailleurs, petite, pour l'anecdote, sans grand intérêt, mais quand même que j'ai failli ne pas mener au bout parce qu'il y avait juste, je m'étais isolé dans la pièce d'à côté pour mettre le haut-parleur et enregistrer la conversation. Parce que souvent on est confronté à des gens qui nient après avoir dit ce qu'il avait dit. Dans ce genre de situation, je m'étais dit il va se prendre un coup de pression terrible d'Aquilino Morel, il va nier avoir jamais dit ça, donc il faut absolument que j'ai la preuve qu'il l'ait dit. Donc je m'étais isolé, j'enregistre, et là, alarme incendie. Tout le monde descend. Ça faisait 10 minutes que je lui parlais, que je le chauffais. Et donc, il y a Marilyn Smith-Jean, la directrice générale, qui rentre. Non, tu descends, il n'y a pas d'exception, c'est comme ça. Quand on fait une simulation, on fait une simulation. Et donc, je lui disais, mais sors, laisse-moi. Je savais que si je raccrochais, il appelait Aquilino dans la minute, ou en tout cas, il réfléchissait à ce qu'il était en train de faire et que c'était mort. Donc, j'ai réussi à retenir. Et puis, au bout d'un moment, le son était, l'alerte incendie, quoi. Donc, je lui ai dit, bon, bah, je suis désolé, il y a vraiment une alerte incendie, je dois descendre, mais bon, j'avais eu le temps de récupérer les informations. Bref, donc, finalement, donc il y a cette anecdote et on réfléchit, notamment avec Edoui qui est quand même très très finatch comme il dit sur ce genre d'histoire, sur est-ce qu'on fait un ou deux papiers. Et là aussi c'est une réflexion collective où tout le monde a un avis différent, puisqu'on nous a souvent reproché à Mediapart de feuilletonner. Vous sortez pas tout, vous attendez, vous faites bon. Et là. Edoui, pour une fois, a dit je crois qu'il faut tout sortir d'un coup. Et moi, j'étais assez partisan de ça aussi, parce que j'aimais pas le côté. Je trouve que ça correspondait pas. Donc chacun a donné son point de vue. Après l'apparition de l'article, il y a eu des critiques. Vous mettez au même niveau des informations complètement futiles et tout à fait légales, comme se faire tirer les chaussures, et des choses qui relèvent de l'illégalité, comme travailler à l'IGAS et en même temps travailler pour un laboratoire pharmaceutique, vous mélangez tout. Voilà, il y a des choses absolument sans intérêt, d'autres importantes, mais on avait fait ce choix et c'était un choix collectif.